activités. Si j'ai une question. Si j'ai bien compris, le chômage technique est désormais possible pendant 1 an? C'est ça, pour une durée maximum d'1 an. Ce n'est pas une durée obligatoire, c'est le maximum. Ça permettra justement cette reprise progressive d'activité. Très bien. À toi, Dominique. Non, Dominique, on ne vous entend pas. Problème de micro. Ça y est. C'est bon. J'avais oublié le micro. Ouais, parfait. Merci Elodie. Donc, on va parler de continuité d'activité, de faire face et de se préparer au rebond. L'objectif, c'est de rappeler quelques fondamentaux dans cette période inédite pour tout le monde. On vous l'a déjà dit. De partager des informations sur quelques dispositifs qui nous paraissent importants et qui ont été mis en place à cette occasion, sachant que les infos, elles changent extrêmement rapidement et qu'on essaye de faire une distinction entre ce qu'on peut appeler les effets d'annonce, même si derrière, il y a souvent des décisions qui sont prises, et puis la réalité des décrets tels qu'ils sont publiés, et puis la réalité de la vie des entreprises telle qu'on la connaît, parce qu'on sait qu'il y a aussi des distorsions entre ce qui est prévu et la réalité des choses. On pourra y revenir tout à l'heure. C'est aussi de mutualiser nos expériences et puis d'essayer de répondre au mieux à vos interrogations. Alors, j'aurai peut-être pas forcément, et on n'aura peut-être pas forcément l'ensemble des réponses, mais on s'engage à y répondre un peu plus tard si effectivement on n'a pas la solution tout de suite à votre questionnement. Donc, en fait, on a défini 3 étapes. L'urgence, telle qu'elle vous est présentée ici, la gestion de la période transitoire et le rebond. Alors, l'urgence, c'est ce que Cédric vous a présenté tout à l'heure en termes de premières mesures, c'est l'intervention immédiate sur la mise en chômage partiel. Avec un premier élément en termes de trésorerie, c'est que l'entreprise, elle va faire l'avance des salaires pendant cette période de chômage partiel. Elle ne sera remboursée que par l'État dans un délai de 8 à 10 jours. Comme vous le savez, les délais de traitement sont relativement longs compte tenu du nombre de demandes qui sont faites et qu'aujourd'hui, on n'a pas l'assurance que ce délai de 8 jours, de 10 jours sera effectivement respecté. Premier point, c'est ça, l'intervention sur la mise en chômage partiel. Le deuxième, c'est le point complet sur les aides potentielles, les reports, les financements et l'accompagnement que vous pouvez avoir dans ces différentes démarches. On fera un point de 2 dispositifs essentiels que sont le prêt garanti par l'État et l'intervention du fonds de solidarité. Le point sur les sujets en cours et ce qui sera à reprendre à la rentrée, et puis voir si effectivement vous avez des choses à décider en termes de sécurisation dans l'intervalle. Parce que c'est vrai que quelque part, l'activité économique s'est arrêtée courant mars, mais que vous aviez des commandes en cours, vous avez des projets en cours, et que ce n'est pas parce que tout ça s'arrête à la date du confinement qu'il ne faut pas traiter ces éléments et qu'il ne faut pas assurer la continuité des actions que vous aviez entreprises. Ce qui est difficile dans cette période, c'est qu'on a tendance, et on le comprend et on le fait tous, la précision qu'on peut donner, c'est que ce soit Nathalie, que ce soit Marielle et que ce soit l'ensemble de nos clients, on est tous concernés par cette crise et on la vit et on la subit tous d'une manière plus ou moins différente, mais on la subit tous. Et c'est vrai que il faut gérer les choses dans l'urgence, mais il faut parfois pas aller trop vite et il faut apprendre dans ces temps difficiles d'être patient. Donc, on est obligé de faire des efforts sur soi-même et personnellement, je fais des efforts sur moi-même pour pas aller trop vite et pour essayer d'être patient. Le point sur tous les sujets de fond qui pourraient être traités pendant la période, moi, l'expérience avec mes clients et avec nos partenaires, c'est que c'est aussi une occasion pendant cette période de refaire le point sur un certain nombre de questionnements stratégiques qu'on peut avoir sur l'entreprise et notamment pour préparer le rebond.
Et ça, ça me paraît important. Se dire, si demain n'est pas comme hier, comment va évoluer mon business model et comment je peux m'adapter à cette situation. Toute contrainte, elle doit générer son lot d'opportunités. Et donc, se poser cette question, ben, c'est dire est-ce que je dois pas mettre en place de la vente à distance et dans quelles conditions je peux faire de la vente à distance. Qu'est-ce que je peux faire en termes de livraison. Vous avez un certain nombre d'activités de restaurateurs qui, ne pouvant exercer leur métier, ont décidé de lancer des opérations de vente à emporter pour éviter de limiter la casse en termes de chiffre d'affaires. Je pense que c'est important de traiter aussi ces éléments-là. Bien sûr, les prévisions de résultats et de cash pour les 2-3 mois à venir, parce qu'on sait bien que le cash, la trésorerie, c'est effectivement l'essentiel à traiter durant cette période. Donc, c'est déjà de voir comment je peux récupérer les créances que j'ai à l'extérieur, comment je peux accélérer ces termes de recouvrement de créances, et puis de voir effectivement qu'est-ce que je peux faire en termes de plan d'économie sur des sommes, sur des décisions que j'avais pu prendre et sur lesquelles je n'étais pas forcément allé au bout. Donc ça, c'est faire l'inventaire de tout ça. Après, sur ces éléments-là, il y a déjà des choses qui sont faites d'une manière plus ou moins automatique. Donc, c'est déjà le report d'échéance d'emprunt sur 6 mois, sachant que ces échéances seront reprises en fin de période d'amortissement. Donc, vous avez déjà ce premier élément. Les possibilités dans des conditions pas toujours simples et pas aussi évidentes que ce qui avait été dit, de reporter le paiement d'un certain nombre de loyers. Donc ça concerne plutôt les petites entreprises qui rentrent dans le cadre du régime du fonds de solidarité. Enfin, l'ensemble de ces éléments-là, contrat d'emprunt, contrat de crédit bail, qu'est-ce que je peux reporter et demander en termes de report aux partenaires financiers. Ensuite, la mise en place d'une cellule de gestion de crise. Alors ça, on a plutôt tendance à penser que ça concerne que les entreprises importantes et structurées. Vous avez les uns et les autres des conseils, que ce soit vos avocats, vos experts comptables, et je pense que c'est important que vous preniez le temps d'échanger avec eux, de discuter de votre situation, d'échanger ce que j'appelle le point pour rien, parce que c'est dans ces moments-là où on arrive à faire un tour d'horizon des éléments qui sont vraiment vitaux pour l'entreprise. N'hésitez pas à appeler vos conseils habituels et échanger, même si effectivement ils sont un peu débordés, mais ils sont là pour ça, ils sont là pour vous accompagner et c'est important de le faire. Ensuite, la revue de quelques contrats stratégiques. Bah, ça, c'est selon la taille de l'entreprise. Qu'est-ce que vous avez comme activité, comme contrat? C'est quoi les conditions? C'est quoi les petites lignes qui sont écrites dans vos différents contrats pour voir effectivement s'il y a des conséquences immédiates sur la situation de l'entreprise. Alors, sur la mise en place d'un management de crise, ça nous paraît aussi important. C'est ce qu'on a dit en termes de définition d'une cellule de crise. Pour organiser votre gouvernance et vérifier les process clés en situation de crise. On est dans une situation, on l'a dit, inédite et on sait que ça augmente le risque. La préservation du cash, c'est aussi la préservation des circuits de décision qui autorisent les commandes, qui autorisent les dépenses, et ça suppose de recentraliser ça sur vous en tant que chef d'entreprise pour éviter des fuites de cash. On sait que l'ensemble et vous avez dû être au courant de ces éléments-là, on est dans une période où la cybercriminalité a tendance aussi à augmenter, et donc il faut verrouiller les choses et être relativement vigilant sur ces points, puisque les malfrats sont toujours présents et connaissent pas la crise. Au contraire, en général, ils en profitent.
Bien sûr, on est dans une période, alors après, c'est un expert comptable qui vous dit ça, donc je ne vais pas vous dire que la comptabilité, ce n'est pas quelque chose d'important et que le reporting, ce n'est pas quelque chose d'important. On est dans une période où c'est fondamental. Donc, c'est d'essayer de voir et d'essayer d'avoir les informations de manière à ce que vous soyez sûr que l'ensemble de votre comptabilité et l'ensemble de votre suivi vous donne de l'information en temps réel parce que c'est important. Donc, le résumé par rapport à ça, c'est de vérifier votre organisation, vérifier vos process de décision, qui décide, qui paye, et vérifier la disponibilité de votre système d'information. C'est globalement ce qu'on appelle dans les entreprises importantes le plan de continuation d'activité. C'est comment j'assure la continuité du service et la continuité des moyens d'information dont j'ai besoin pour pouvoir avancer. Ça suppose on parlait d'activité partielle, ça suppose, quand on est en télétravail, de pouvoir suivre le travail qui est fait par les salariés, leur disponibilité, le fait que s'ils sont en congé, ils sont effectivement en congé et ils sont pas sur d'autres activités. Alors, on voulait faire un focus sur deux éléments. Effectivement, on a donc le prêt garanti par l'État. Alors, le prêt garanti par l'État, il est limité à 25% du chiffre d'affaires de l'exercice 2019. Il est en général, il suppose que votre notation, que vos capitaux propres soient supérieurs à la moitié du capital. C'est une des conditions essentielles. C'est aussi pour ça que vous avez un certain nombre de demandes qui sont faites auprès des banques et qui sont refusées parce qu'on considère que la situation de l'entreprise n'est pas suffisamment forte pour assumer à terme le paiement de ce futur prêt. Les conditions de ce prêt garanti par l'État, c'est une absence de remboursement pendant 12 mois et à l'issue de cette période de 12 mois, la possibilité soit de le rembourser d'une manière immédiate, comme un crédit de trésorerie classique, soit d'avoir un amortissement sur 5 ans de ce prêt. Bien entendu, dans la démarche, vous vous adressez à votre banque et c'est la banque qui va vous donner l'autorisation et vous donner les clés qui vous permettront après de l'instruction de la demande auprès de la BPI. La garantie de la BPI étant assurée sur la base d'une commission à 0,25 du montant du prêt sur la première année. Et si le prêt est amortissable, la cotisation va augmenter. Sur les conditions de ce prêt, alors c'est un prêt qui est une des remarques qu'on a aujourd'hui sur les premiers retours de PGE, c'est qu'on a des taux d'intérêt qui peuvent être différents de banque à banque. Alors, les banques se sont engagées effectivement à ce qu'il y ait un taux qui soit à marge zéro, mais qui correspond à leur taux de refinancement de cette opération en fonction de la considération de la situation du demandeur. Donc, c'est pour ça qu'on peut avoir des taux qui peuvent être variables d'une entreprise à une autre et bien sûr d'une banque à une autre. Voilà sur les éléments essentiels. Quand vous êtes sur une entreprise innovante, donc en général sans chiffre d'affaires, on n'est pas sur la base de 25% du chiffre d'affaires, mais on est sur 2 fois la masse salariale réalisée sur l'exercice 2019. Et pour les entreprises qui sont créées à compter du 1er janvier 2019, la masse salariale de la France est estimée sur les premières années d'activité. Alors, tout ça, c'est des plafonds. Il faut demander ce dont vous avez besoin. C'est-à-dire que si votre demande, elle correspond effectivement au montant maximum à 25% du chiffre d'affaires, mais si ce besoin est trop important par rapport à la réalité de votre besoin, ben, la banque va vous le refuser. Et puis, il y a un élément qui est important, même si c'est difficile, c'est que ce prêt, à un moment donné, qui risque d'être consolidé en moyen terme, il faut prouver que vous ayez la capacité de le rembourser. Et ça reste un des éléments importants. Aujourd'hui, en statistique, on a
sur la France entière, 187 000 dossiers qui ont été acceptés et on a 8 000 prêts qui ont été refusés par les banques. Si vous avez ce refus des banques, alors vous avez toujours la possibilité de faire appel à la médiation du crédit. Et la médiation du crédit va instruire votre dossier alors sur des durées relativement qu'on peut trouver longues dans la période, mais qui sont entre 8 et 15 jours, de manière à débloquer la situation si effectivement votre demande est justifiée. Donc voilà sur les prêts bénéficiant de la garantie d'État. Les coûts, on a vu, et les démarches, vous contactez votre banque en fonction de la situation, l'entreprise, vous aurez votre code via la BPI et vous allez avoir l'attestation. Les fonds sont débloqués assez rapidement. À aujourd'hui, on a déjà un certain nombre de prêts dont les demandes ont été faites la semaine dernière et qui sont déjà débloqués. Alors, donc après, là, on a dû avoir un défaut de slide. On avait un deuxième élément qui était sur le fonds de solidarité. Alors, le fonds de solidarité, il concerne plus les petites entreprises, et c'est ça qui permet de débloquer un montant qui fait de l'ordre de 2 500 euros, et que sur ces éléments-là, ils étaient valables, et ça c'est la nouveauté du jour, ils étaient valables effectivement sur la période de mars, mais ils ont été aussi appliqués sur la période d'avril. Donc ça, c'est le cas où effectivement vous perdez 50% de votre chiffre d'affaires entre la période de mars 2020 et mars 2019, ou avril 2019 et avril 2020. Les règles, c'est un chiffre d'affaires inférieur à 1 million d'euros et un bénéfice net inférieur à 60 000 euros, y compris la rémunération du dirigeant. Donc ces éléments-là, ça permet à un certain nombre d'entrepreneurs de disposer de fonds pour continuer à survivre dans une période difficile. En termes de prévision, un petit rappel sur les prévisions de trésorerie. Ce qu'on vous conseille, c'est d'établir vos prévisions de trésorerie d'une manière normale, c'est-à-dire comme s'il n'y avait pas la crise du Covid-19, et après de prendre en compte la crise du Covid-19, c'est-à-dire l'impact sur votre niveau d'activité de cette crise, ce qui vous permet de mettre en avant le chiffre d'affaires auquel vous vous attendiez, et puis les pertes du chiffre d'affaires liées à la crise. Et c'est effectivement sur ces éléments-là, sur ces impacts de crise, c'est ça qui vous permet de définir d'une manière un peu précise le besoin de trésorerie que vous allez avoir, et qui vous permet d'être éligible au PGE. Ça nous paraît excessivement important, parce que ça vous permet de bien calibrer votre demande et d'éviter des refus des banquiers. Donc ça, c'est quelque chose qui nous paraît effectivement important. Donc, vos prévisions de trésorerie, c'est l'existant au jour du confinement, l'impact du coronavirus avec l'impact sur votre chiffre d'affaires, le chiffre d'affaires en moins. Si vous avez du chiffre d'affaires en moins, ça veut dire que vous aurez un certain nombre d'achats en moins. Vous aurez du chômage partiel, donc vous allez avoir le remboursement du chômage partiel par rapport à votre masse salariale habituelle, et l'ensemble des charges qui sont reportées. Parce qu'on a parlé des reports d'échéance en termes d'emprunt. Il y a des reports d'échéance qui sont aussi possibles à la fois sur mars et avril. Et donc tout à l'heure, j'ai reçu le mail de Darmanin sur le report des échéances fiscales au mois d'avril. C'est-à-dire tout ce qui est impôt direct, on peut avoir un report de paiement. Vous savez que là, on arrive dans les périodes où il va falloir soit payer le solde d'IS, soit payer les acomptes de CVAE.
tous ces éléments vont être reportés, on va dire, globalement jusqu'au 30 juin. Donc, il n'y a pas d'obligation de payer, si l'entreprise n'est pas en capacité de le faire, de payer l'ensemble des impôts directs. Ce n'est pas la même chose en termes de TVA, parce que la TVA, vous savez, c'est un impôt indirect. Il est collecté pour le compte. Donc, celui-là, vous ne pouvez pas, sauf situation exceptionnelle, avoir pouvoir reporter cette somme-là. Alors, il arrive, et il est arrivé sur un certain nombre de professions dont la fermeture a été définitive au jour du confinement, de proposer des plans d'appurement sur 3 mois. Mais en général, sur ces impôts-là, c'est plus difficile d'avoir des reports, ou si effectivement vous ne pouvez pas payer et si vous faites cette demande-là, il faut qu'en même temps, vous soyez à même de proposer un nouvel échéancier. En revanche, pour tout ce qui est impôt direct, que ce soit sur les dépenses d'avril ou sur les dépenses de mai, tout ça va pouvoir, si l'entreprise n'est pas en capacité de les payer, bien entendu, la possibilité de les reporter jusqu'au mois de juin. Ça concerne CVAE et ça concerne l'IS. L'info, c'est que les déclarations fiscales et les soldes d'IS devaient être faits au 31 mai et tout ça est reporté au 30 juin. L'information est tombée récemment. Alors, on est toujours dans la période transitoire et la période transitoire, c'est la possibilité et s'organiser pour générer le maximum de cash pendant la période. Alors, c'est plus facile à dire qu'à faire, on est bien d'accord. Suivre donc la réalisation du poste client, ne pas hésiter à appeler vos clients, à avoir des plans d'appurement par rapport à ça, de manière à prévoir au plus près vos positions de trésorerie. Voilà sur la période transitoire. Alors enfin, vous parlez un peu du rebond. Le rebond, même si le déconfinement il est prévu au 11 mai, il est sûr que le 11 mai, tout ne va pas rouvrir d'une manière automatique et vous n'allez pas retrouver votre niveau d'activité d'avant la crise. Donc, le premier point, c'est choisir la date de reprise des activités et puis fixer le cadre et les conditions de reprise de ces activités. Je discutais ce matin avec quelqu'un qui travaille dans l'automobile et les règles sanitaires qu'il a mis en place, ça suppose, quand vous amenez une voiture au garage, par exemple, de désinfecter la voiture à l'entrée, de travailler dessus et de la désinfecter à la sortie. Donc, c'est vrai qu'une intervention qui, avant le confinement, prenait 1 heure ou 2 heures, elle va prendre 1 heure ou 2 heures de plus. Donc, les niveaux de productivité et donc les niveaux de marge que vous allez dégager, même après la période de reprise, ça ne va pas être les mêmes que ceux qu'on constatait avant. Donc, ça, en termes de prévision et par rapport à vos besoins de trésorerie à venir, c'est très important de le prendre en compte. Vous devez aussi, selon vos activités, est-ce que votre niveau de stock il est suffisant pour fonctionner et est-ce que vous avez besoin de faire des achats? Et si vous avez des achats à faire, est-ce que vos fournisseurs sont à même de vous fournir les biens qui vont vous permettre de fonctionner? Tout ce travail, il doit être fait en amont, donc il doit être fait dans cette période-là, de manière à savoir si vous êtes capable de rouvrir avec un mode de fonctionnement bien que dégradé, mais vous pouvez quand même fonctionner ou pas. C'est vrai pour vos fournisseurs et c'est vrai pour vos clients. Après, à partir du moment où vous prenez la décision de reprendre l'activité, vos obligations, et nos amis avocats pourront faire intervenir sur ces éléments-là, c'est que votre obligation, c'est de protéger vos salariés. Donc, est-ce que vous êtes organisé en termes de flux, en termes de masques, en termes de gel hydroalcoolique pour qu'ils soient à disposition, que les flux des salariés soient le plus sécurisés possible? Vous avez aujourd'hui sur le site du ministère du Travail un certain nombre de fiches qui ont été définies secteur par secteur, qui définit globalement une checklist des choses et des meilleures pratiques à mettre en œuvre au moment de l'ouverture. Qui dit protection des salariés, dit aussi protection des clients et c'est important de réfléchir à cette mise en place
et à cette nouvelle organisation qu'il faudra mettre en œuvre pendant plusieurs mois, pendant cette période de post-confinement. Derrière ça, encore une fois, c'est que votre niveau de productivité que vous aviez avant cette période et après, ce ne sera pas le même. Mais ça ouvre aussi des perspectives de travail qui peuvent être différentes. C'est augmenter les plages d'ouverture, c'est avoir des flux qui vont être gérés d'une manière plus continue sur la journée. Enfin, encore une fois, il y a tout un travail de réflexion. Et si à un moment donné, on peut transformer ces contraintes difficiles en opportunités, il faut le faire. La reprise d'activité, c'est aussi, n'oubliez pas, c'est toutes vos opérations antérieures qui ont été brutalement stoppées au moment de la mise du confinement. Qu'est-ce qu'il en est et comment vous pouvez les réactiver et vous assurer ce minimum de stock d'encours que vous aviez avant le confinement de manière à le réaliser. Effectivement, ça dépend de vos niveaux d'activité. Donc, mes commandes intérieures, le point client et les points fournisseurs, c'est quand même quelque chose d'important. Toujours dans cette période de reprise, la gestion du cash et la gestion du suivi de votre trésorerie restera importante. Donc, il faut que votre système d'information vous permette d'avoir au jour le jour une idée de ce qui rentre, une idée de ce qui sort et de vos besoins, de manière à ce que vous puissiez faire les arbitrages par rapport aux dépenses qui sont stratégiques, c'est-à-dire globalement celles qui vous continuent de fonctionner sur cette période. Les différents scénarios de PNL que vous allez, de prévision d'exploitation que vous allez réaliser, il se peut à un moment donné qu'on arrive à une impasse et que vous n'ayez pas la trésorerie suffisante pour pouvoir fonctionner. Et si on est là aujourd'hui, c'est que quand tout semble impossible, il reste encore des solutions. Et je pense que Nathalie et son intervention est basée là-dessus, va pouvoir apporter des éléments de réponse sur des process qui sont liés aux procédures collectives qui nous font dire, et ça c'est notre expérience qui nous le fait dire, que même quand c'est effectivement difficile, il y a toujours des solutions possibles. Merci de votre attention. Merci Dominique. On a des questions. Après, je reviendrai avant Nathalie à Maître Bianchi pour qu'il y ait aussi d'autres questions. Mais là, pour Dominique, on vous demande, vous parlez de quel taux à marge zéro pendant la première année ou les 5 années ou les 5 Les deux. Les deux. Le premier, c'est après, le taux va évoluer en fonction des conditions du marché. Donc, à aujourd'hui, le taux peut effectivement bas en fonction de ce qui va se passer sur les marchés financiers. Le taux du prêt garanti par l'État sur 5 ans risque effectivement d'augmenter. Ce qui est sûr en revanche, c'est que le taux de garantie de la BPI, on a dit que c'était 0,25 dans un premier temps, il va après augmenter régulièrement année par année. Précision sur ça, sur ce prêt, la banque ne peut pas prendre de garantie personnelle sur le prêt garanti par l'État. D'accord, donc ça vous avez répondu à la deuxième question. On nous demande si la BPI peut accorder un prêt en direct pour les entreprises ayant une banque non conventionnée avec elle, comme la UBI. Joker. Mais j'ai des interventions de BPI en direct, oui. D'accord. Et nous avons une autre personne qui nous dit: est-ce que c'est le dernier bénéfice imposable connu? Je n'ai pas arrêté les comptes le 31 décembre 2019. Si on a de la trésorerie, doit-on demander un report des impôts directs? Alors, si vous avez la trésorerie pour payer vos impôts directs, ben, vous n'avez pas de raison de ne pas les payer. Après, encore une fois, c'est par rapport à la reprise d'activité, quel est le niveau de trésorerie qui vous sera nécessaire pour fonctionner en situation dégradée. Vous avez la possibilité aujourd'hui d'avoir ces reports d'impôts directs. Et si vous avez besoin de cette trésorerie pour redémarrer, pour reconstituer votre besoin en fonds de roulement, il faut le garder pour le fonctionnement de l'entreprise. Encore une fois, il y a des possibilités de faire un certain nombre d'économies de report. Soit l'entreprise n'en a pas besoin parce qu'elle a la trésorerie suffisante et dans ce cas-là, ça ne se justifie pas.
soit effectivement l'entreprise, à un moment donné, ce dont on parlait tout à l'heure, les pertes de productivité postérieures au confinement seront telles que ce niveau de trésorerie, il va être nécessaire pour vous accompagner dans cette remise à niveau qui aura lieu de mai à septembre. Mais vous êtes tout à fait en droit aujourd'hui d'avoir un report des échéances d'impôt direct. Très bien, merci. Donc, pas de garantie personnelle, mais quid d'une garantie réelle ou autre? Garantie réelle ou autre, pareil. La seule chose, c'est la possibilité, la demande de l'assurance d'avoir une assurance d'essai par rapport à la personnalité du dirigeant. C'est le seul point sur lequel on peut avoir une incidence. J'ai une autre question. Pour le prêt garanti par l'État, si je décide au bout d'un an de ne pas rembourser tout de suite, mais plutôt sur 5 ans, comment connaître le taux indirect, le taux d'intérêt, pardon? Alors, le taux d'intérêt sera fixé au bout du délai d'un an. Après, ça sera encore une fois un taux a priori sans marge, mais sans marge, ça ne veut pas dire qu'il ne sera pas de 2,5, de 3. Il sera en fonction du taux que va avoir la banque pour se refinancer pour ce prêt. Mais il sera à marge zéro. Très bien. Apparemment, je n'ai pas d'autres questions. Ah si, pour l'aide à 1 500 €, est-ce que c'est le dernier bénéfice imposable connu, donc celui de 2018? Je n'ai pas arrêté les comptes 31 décembre 2019. Oui, ou dois-je arrêter mes comptes 2019? Si effectivement les comptes sont pas disponibles, on partira effectivement sur ces éléments-là, sachant que votre expert comptable peut vous faire une attestation liée à sa connaissance de l'exercice 2019. Apparemment, nous sommes bons dans les questions. Je reviens juste à Cédric. On avait des questions qui sont arrivées après. Des licenciements économiques peuvent-ils remettre en cause le bénéfice du chômage partiel a posteriori? Non, pour l'instant, c'est une menace qui a été prononcée, mais il n'y a aucune mesure qui pourrait entraîner cette remise en cause à l'heure actuelle. D'accord. A-t-on l'obligation de faire prendre des RTT et ou des congés à ses salariés pendant la période de confinement? Non, il n'y a aucune obligation. On a facilité la possibilité justement de les donner, mais il n'y a aucune obligation. Et par rapport à ce qu'on disait, est-ce que c'est bien 1 600 heures max par salarié? C'est ça, 1 607 heures exactement, maximum par salarié. 1 607. Et c'est bien par salarié. Très bien, merci. Et je vois que j'ai une autre question pour Dominique. Si jamais la banque nous refuse le PGE, on pourra faire appel à notre avocat ou à vous pour le cas? Alors, le principe, oui, on peut faire appel à nous, mais il faut faire appel. Le premier point, c'est à la médiation du crédit. Et puis après, je pense que Nathalie donnera des possibilités d'intervention qui permettront de trouver des solutions par rapport à ça. Sachant qu'il n'y a pas que le prêt garanti par l'État, vous avez aussi d'autres pistes. Vous avez aujourd'hui le prêt rebond qui est porté par le conseil régional et la BPI, qui est un prêt qui est entre 150 et 300 000 € pour aider les entreprises à rebondir après la crise. Ce prêt a des conditions particulières. Il y a effectivement des garanties d'État, mais celui-là, il a un différé d'amortissement de 2 ans, pardon, et après, il est amortissable sur une durée de 7 ans. Donc, encore une fois, l'élément clé sur lequel il faut travailler, c'est quoi la capacité d'autofinancement quel est le cash que je vais pouvoir générer en période normale qui va me permettre de rembourser cet emprunt. Et c'est vrai qu'un emprunt avec un différé de 2 ans sur 7 ans, c'est plus facile à rembourser qu'un emprunt sur une durée de 5 ans. Donc, il y a aussi quelques astuces à mettre en œuvre par rapport à ça. Bien, merci Dominique. On est bon pour les questions. Je vais laisser la parole à Nathalie.